Je m'appelle Nicole Parker, j'ai 34 ans et je viens de Louisville, dans le Kentucky. J'ai créé une start-up dans le domaine des énergies renouvelables à partir de rien. Mais ma famille ne m'a jamais considéré comme étant à la hauteur. Il y a 2 semaines, mes parents ont appelé. Nicole, a dit ma mère, sa voix tranchante au téléphone, tu n'es pas prête à t'asseoir avec nous pour le dîner de Noël. Pas avec le genre d'invité que nous recevons. Mon père n'a même pas pris la peine d'adoucir les choses. Concentre-toi d'abord sur le fait de faire tes preuves, a-t-il dit. J'ai raccroché, la poitrine serrée, et j'ai décidé que je n'allais pas mendier une place à leur table. Je suis resté à la maison. Pendant qu'ils portaient un toast avec leurs amis de la haute société, j'étais à mon bureau, en train de finaliser une proposition qui pourrait tout changer. Ce soir-là, j'ai allumé la télévision et c'était là, mon entreprise, SolarWave, étalée aux informations. Mon contrat venait de pulvériser les records du secteur, un contrat de 150 millions de dollars qui a fait tourner les têtes. J'étais assise là, seule, regardant mon nom s'illuminer à l'écran, leur prouvant qu'ils avaient tort. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Devinez qui attendait dans le hall de mon bureau? Tout sourire, agissant comme s'ils avaient toujours cru en moi. Mais j'avais appris quelque chose de plus grand que leur approbation n'aurait jamais pu m'apporter. Vous voulez savoir comment j'ai transformé leur rejet en ma victoire? Restez avec nous car cette histoire ne fait que commencer. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas à la hauteur, laissez votre histoire dans les commentaires. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. Grandir dans la famille Parker n'a jamais été facile. Mon père, David Parker, était un avocat très influent à Louisville, du genre qui commandait les salles d'audience et les conversations à dîner avec la même poigne de fer. Ma mère, Linda Parker, était une journaliste célèbre, ses articles dans tous les grands journaux, ses opinions considérées comme paroles d'évangile à la maison. Mon frère aîné, Justin Parker, était leur enfant prodige, un chirurgien plasticien dont le nom était déjà sur les panneaux d'affichage à 30 ans. Ma sœur cadette, Heather Parker, n'était pas en reste non plus, une gestionnaire de fonds qui concluait des contrats de plusieurs millions de dollars avant d'avoir l'âge légal de boire. Et puis il y avait moi, Nicole, l'original de la bande, qui gribouillait des conceptions de panneaux solaires dans mon carnet pendant qu'il débattait des marchés boursiers et des poursuites pour faute professionnelle. La table de la salle à manger de notre famille était un champ de bataille d'attente. Chaque dimanche, nous nous réunissions dans la salle à manger, les verres en cristal tintant, et je m'asseyais là, invisible. Nicole, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Justine, disait papa, en coupant son steak, sans même me regarder. Maman hochait la tête, ajoutant, Heather fait déjà des présentations à des investisseurs. Qu'est-ce que tu fais avec ces projets scientifiques? Mes idées sur les énergies renouvelables étaient rejetées comme des fantaisies enfantines. Ce n'est pas une vraie carrière, a ricané un jour Heather, en levant les yeux au ciel tout en consultant son téléphone. Justine se donnait à peine la peine de commenter, trop occupée à se vanter de sa dernière intervention. Je me mordais la langue, fixant mon assiette, sachant qu'il ne comprendrait jamais. Ces dîners m'ont façonné, mais pas de la manière qu'il voulait. Je m'échappais dans ma chambre, esquissant des conceptions pour une énergie plus propre, rêvant d'un monde qui ne dépendait pas de leur approbation. Ils voyaient ma passion comme une phase, quelque chose que je dépasserais quand je deviendrais sérieuse. J'avais 16 ans quand maman m'a tendu une brochure de faculté de droit en disant « Voilà à quoi ressemble le succès ». Je l'ai déchirée dès qu'elle est partie. Ma défiance grandissait tranquillement, alimentée par leur comparaison constante. Ils pensaient me pousser à être meilleur, mais ils m'apprenaient que je ne m'intégrerais jamais. La seule personne qui me voyait était mon grand-père, Harold Carter. Il n'était pas comme les autres. Ingénieur à la retraite, il avait monté sa propre entreprise à partir de rien. Et il s'asseyait avec moi pendant des heures, écoutant mes idées sur l'énergie solaire. « Tu as quelque chose de spécial, Nicole, disait-il. Sa voix, stable, les yeux brillants de conviction. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Quand j'avais 17 ans, il m'a donné un vieux livre sur les énergies renouvelables, ses pages écornées par ses propres rêves. Ce monde a besoin de gens comme toi, m'a-t-il dit, en le pressant dans mes mains. C'était la première fois que je me sentais vu. Mais le soutien d'Harold ne pouvait pas me protéger du reste. À 18 ans, lors d'un dîner particulièrement brutal, papa m'a attaqué sur mes objectifs irréalistes. Tu gâches ton potentiel, a-t-il dit, sa voix plus tranchante que d'habitude. Heather a ajouté, peut-être que si tu essayais plus fort, tu compterais vraiment.
J'ai repoussé ma chaise, le cœur battant, et je suis sorti. Maman ne m'a pas rappelé. Justine n'a pas levé les yeux. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre, fixant le livre d'Harold, me promettant de leur prouver qu'ils avaient tort. Pas pour eux, mais pour moi. L'école n'était pas beaucoup mieux. Mes professeurs adoraient mes idées, mais mes notes en pâtissaient car je passais chaque minute de libre à faire des recherches sur la technologie solaire. Mes camarades de classe m'appelaient la rêveuse, mi-moqueur, mi-apitoyé. Je m'en fichais. Je construisais quelque chose de plus grand que leur approbation, quelque chose qui pourrait changer la façon dont nous alimentons le monde. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, le poids du jugement de ma famille se faisait plus lourd. « Tu n'es pas faite pour ça », a dit maman une fois, son ton final comme si elle avait déjà écrit mon échec. J'ai arrêté de partager mes rêves avec eux après ça. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai tout fait. Les Parker voulaient un avocat, un médecin, un financier, pas une gamine obsédée par le sauvetage de la planète. Harold était le seul à me garder les pieds sur terre. Ils n'ont pas à te définir, a-t-il dit un après-midi, assis sur son porche, ses mains rugueuses par des années de travail. Il m'a raconté ses propres luttes, comment il avait ignoré les sceptiques pour construire son entreprise. Tu trouveras tes gens, a-t-il promis. Je me suis accroché à ça, même si les voix de ma famille résonnaient dans ma tête, me disant que je ne serais jamais à la hauteur. Ma deuxième année d'université, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. J'avais 20 ans, j'étudiais l'ingénierie à l'université de Louisville, mais mon cœur n'était pas dans les amphithéâtres ou les manuels. Je passais chaque moment libre à esquisser des conceptions de panneaux solaires à haute efficacité, convaincu qu'ils pourraient changer la façon dont nous alimentons le monde. Ma chambre d'étudiante était un désordre de carnets, de calculs gribouillés sur des serviettes en papier et d'articles sur les énergies renouvelables. Je ne courais pas après les notes. Je courais après une vision. Mais cette vision ne correspondait pas au plan de la famille Parker. Alors, un après-midi de printemps, je suis entré dans le bureau du registraire et j'ai abandonné mes études. Les retombées à la maison ont été immédiates. Papa m'a appelé dans le salon, le visage rouge de fureur. « Tu gâches ta vie pour une chimère », a-t-il crié en claquant sa tasse de café. Maman se tenait derrière lui, les bras croisés. « C'est plus que de l'imprudence, Nicole », a-t-elle dit. « Tu te crois plus intelligente que tout le monde. » Justine, qui était en visite de sa clinique chic, a simplement secoué la tête. « Bonne chance avec ça », a-t-il marmonné comme si j'étais une cause perdue. Heather a été la pire. « Tu nous fais honte », a-t-elle lancé, sa voix dégoulinant de dédain. Ils ne se sont pas contentés de désapprouver, ils m'ont coupé les vivres. Pas de frais de scolarité, pas d'allocation, pas de filet de sécurité. J'étais seul. J'ai fait un sac et j'ai emménagé dans un studio exigu, du genre avec de la peinture qui s'écaille et un robinet qui fuit. Mes économies étaient dérisoires, à peine suffisantes pour le loyer. Mais alors mon grand-père, Harold Carter, m'a appelé. Il était fragile, sa voix faible à cause de la maladie, mais ses mots étaient fermes. « Je crois en toi, Nicole », a-t-il dit. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un chèque de $10 000, les économies de toute sa vie. « Construis quelque chose de réel », a-t-il écrit d'une écriture tremblante. C'était la dernière fois que je l'entendais. Il est décédé un mois plus tard, et j'ai porté sa foi comme un flambeau. Avec l'argent d'Harold, j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion, quelques logiciels d'ingénierie et une pile de livres sur la technologie solaire. J'ai nommé mon projet SolarWave, un clin d'œil à l'énergie que je voulais déchaîner. Mais Louisville n'était pas exactement un pôle de start-up. Et je n'étais personne, juste une décrocheuse universitaire avec une idée folle. Pour survivre, je travaillais de nuit dans un restaurant, servant du café aux camionneurs et comptant les pourboires pour acheter à manger. Mes journées se passaient à la bibliothèque, à apprendre par moi-même la conception de circuits et le stockage d'énergie. J'esquissais des prototypes sur des serviettes en papier entre les services, mes mains tachées de café et d'encre. La solitude était dure. Mes anciens camarades de classe publiaient des photos de stages et de soirées de fraternité pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans une pièce qui sentait le moisi. Je restais éveillé la nuit à me demander si papa avait raison, si je poursuivais une fantaisie. Mais alors j'ouvrais le livre d'Harold, celui qu'il m'avait donné, et je lisais sa note manuscrite sur la première page. Continue. C'était suffisant pour faire taire les doutes, au moins pour un temps. J'ai commencé à contacter des ingénieurs locaux, présentant mon idée lors de rencontres dans des centres communautaires miteux.
La plupart se sont moqués de moi. Le solaire, c'est un pari risqué, m'a dit un type en sirotant sa bière. Reste sur quelque chose de pratique. Mais j'ai continué à parler, à affiner mes conceptions. J'ai appris à ignorer les rejets, à me concentrer sur les mathématiques et la physique. Mon premier prototype a été un désastre. Des fils ont grillé, des panneaux se sont fissurés, mais c'était le mien. Chaque échec m'a appris quelque chose de nouveau, et je me rapprochais. Les mois se sont transformés en une année. J'avais 21 ans, j'étais fauché et épuisé, mais SolarWave prenait forme. J'avais un modèle fonctionnel, un engin encombrant qui ne générait qu'une fraction de la puissance que je voulais, mais c'était la preuve que je n'étais pas folle. J'ai créé un site web, publiant mes conceptions et sollicitant des retours de quiconque voulait bien écouter. Quelques ingénieurs ont répondu, offrant des conseils. L'un d'eux m'a même envoyé une batterie de rechange pour des tests. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je construisais quelque chose pièce par pièce, sans personne d'autre que le souvenir d'Harold pour m'encourager. Les Parker n'ont pas appelé, pas une seule fois. Je voyais le nom des heures dans la section économique du journal ou le visage de Justine sur un panneau d'affichage pour sa clinique. Les articles de maman étaient partout, et les affaires de papa faisaient les gros titres. Ils prospéraient pendant que je tirais le diable par la queue. Mais je ne voulais pas de leur vie. Je voulais la mienne. SolarWave était ma rébellion. Ma façon de dire que je n'avais pas besoin de leur approbation pour compter. Je devais juste continuer à pousser, une longue nuit à la fois. Un soir tard dans un café, j'ai rencontré Matthew Hay. J'avais 23 ans, penché sur mon ordinateur portable dans une banquette d'angle, entouré de tasses de café vides et de serviettes froissées couvertes de schémas de circuit. SolarWave n'était encore qu'un rêve, un prototype maladroit qui fonctionnait à peine. Je présentais mon idée à quiconque voulait bien écouter, mais la plupart des gens s'en allaient. Puis Matthew, un type dégingandé avec des lunettes et une flanelle usée, s'est glissé sur la banquette en face de moi. « C'est vous la fille des panneaux solaires, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, sa voix curieuse, pas moqueuse. Il était ingénieur en énergie, sortant tout juste de l'échec de sa propre start-up, et il a vu quelque chose dans mes conceptions. « Ça pourrait vraiment fonctionner », a-t-il dit en pointant mon écran. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seul. Nous avons commencé à travailler ensemble, passant des nuits blanches dans un garage loué que nous appelions notre laboratoire. Matthew apportait le savoir-faire technique. J'apportais une volonté acharnée. Nous avons affiné la conception des panneaux solaires, visant une efficacité que personne d'autre n'avait atteinte. 6 mois plus tard, nous avions une présentation et un prototype qui ne prenait pas feu, un progrès. Matthew a suggéré de chercher des investisseurs. J'étais sceptique. Louisville n'était pas exactement la Silicon Valley, mais il connaissait quelqu'un, Denise Yang, une associée chez Blue Horizon Venture. Nous avons obtenu un rendez-vous, et j'ai passé des jours à répéter ma présentation, ma voix tremblante alors que je répétais devant un miroir. Denise était vive, pragmatique, posant des questions qui allaient droit aux chiffres. « Vous avez du cran ?» a-t-elle dit, en se penchant finalement en arrière dans son fauteuil. « Je mets 50 000 $. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour lancer officiellement SolarWave. Avec l'argent de Denise, nous avons loué un petit bureau, acheté de meilleurs équipements et embauché quelques codeurs à temps partiel. Matthew et moi avons tout mis dans notre premier grand projet, un système de panneaux solaires pour un entrepôt local. Nous travaillions 18 heures par jour à dépanner, câbler, ajuster les algorithmes et tester la production. Je dormais à peine, vivant de boissons énergisantes et de l'excitation d'être si proche de quelque chose de réel. Matthew me gardait les pieds sur terre, faisant de mauvaises blagues quand j'étais trop stressé. On ne guérit pas le cancer, Nicole, disait-il en souriant, mais on est sacrément près d'alimenter un entrepôt. Denise passait tous les mois, nous poussant à atteindre des jalons. J'avais l'impression de construire enfin quelque chose qui comptait. Puis tout s'est effondré. L'installation de l'entrepôt était notre grand test, et nous l'avons raté. Les panneaux ont surchauffé, grillant les circuits en moins d'une semaine. Le client s'est retiré, et nous avons perdu la moitié de notre financement. Je me suis assise dans notre bureau, regardant les restes calcinés de notre prototype, l'estomac noué. C'est fini, ai-je dit à Matthew, la voix plate. J'avais englouti l'argent d'Harold, mes économies et 3 ans de ma vie là-dedans, et c'était en cendres. J'ai pensé aux mots de papa. Tu gâches ta vie. Peut-être qu'il avait raison. Matthew ne m'a pas laissé sombrer.
Les échecs sont des données, a-t-il dit, jetant un fil brûlé de côté. Nous savons ce qui ne va pas maintenant. Nous le réparons. Je voulais abandonner, mais son optimisme têtu ne me l'a pas permis. Nous sommes retournés à la planche à dessin. Matthew s'est plongé dans les défauts techniques, dissipateur de chaleur défectueux, mauvais régulateur de tension. Je me suis concentré sur les mathématiques, recalculant les rendements énergétiques et les coûts des matériaux. Denise n'a pas retiré son financement, mais ses appels sont devenus plus froids, ses emails plus courts. Nous ne pouvions pas nous permettre une autre erreur. J'ai commencé à contacter des forums en ligne, sollicitant des conseils d'ingénieurs de tout le pays. Un type de l'Oregon nous a envoyé un article sur les cellules photovoltaïques de nouvelle génération. C'était un pari risqué, mais cela a fait naître une idée. Nous avons changé de cap, concevant un nouveau panneau avec une meilleure gestion de la chaleur et une production plus élevée. Cela signifiait mettre au rebut des mois de travail, mais Matthew était partant. C'est le bon, a-t-il dit en esquissant une nouvelle disposition sur un tableau blanc. Le changement de cap n'a pas été facile. Nous étions de nouveau fauchés, partageant un appartement bon marché pour réduire les coûts. J'ai pris des contrats de codage en freelance pour nous maintenir à flot pendant que Matthew récupérait des pièces d'appareils électroniques mis au rebut. Nous avons testé la nouvelle conception dans notre garage, exécutant des simulations jusqu'à ce que nos ordinateurs portables surchauffent. Lentement, cela a commencé à fonctionner. Les nouveaux panneaux ont atteint 20% d'efficacité, mieux que tout ce qui se trouvait sur le marché. Nous n'étions pas sortis d'affaires, mais nous avions une chance de nous battre. Matthew et moi sommes devenus une équipe, pas seulement des collègues. Il ne se souciait pas du jugement de ma famille ou de mon manque de diplôme. Il croyait en SolarWave, et cela m'a aidé à continuer quand je doutais de moi-même. Nous construisions quelque chose de plus grand que nous, un échec à la fois. 3 ans plus tard, SolarWave a commencé à montrer des signes de vie. Je n'étais plus la décrocheuse fauchée qui tirait le diable par la queue. Matthew et moi avions transformé notre laboratoire de garage en un petit bureau avec une équipe de 6 personnes, dont des codeurs et un designer à temps partiel. Nos panneaux solaires redessinés atteignaient 22% d'efficacité, mieux que la plupart des concurrents. Nous avons décroché notre premier vrai contrat, un accord de $200 000 pour installer des panneaux pour une brasserie locale à Louisville. Ce n'était pas des millions, mais c'était la preuve que nous pouvions livrer. Bientôt, 2 autres entreprises ont signé, un centre communautaire et une petite usine. La nouvelle s'est répandue, et les blogs de l'industrie ont commencé à mentionner SolarWave. Startup prometteuse, nous a appelé l'un d'eux. J'ai imprimé cet article et l'ai scotché sur mon bureau, un rappel que nous avancions. Denise, notre investisseuse, était satisfaite mais implacable. Vous êtes sur le radar maintenant, m'a-t-elle dit lors d'un appel, sa voix purement professionnelle. Ne te repose pas sur tes lauriers. Elle nous a poussés à nous développer, à démarcher de plus gros clients. Matthew et moi avons passé des semaines à élaborer des propositions ciblant les entreprises énergétiques régionales. Je me sentais vivante, comme si chaque nuit blanche portait enfin ses fruits. Pour la première fois, j'ai pensé que ma famille pourrait me voir différemment. Noël approchait, et je m'imaginais entrer à leur dîner annuel, la tête haute, partageant les succès de SolarWave. Peut-être que papa hocherait la tête avec respect. Peut-être que maman me poserait des questions sur mon travail. Peut-être que Justine et Heather arrêteraient de me regarder comme une ratée. J'ai appelé à la maison début décembre, espérant confirmer ma place au dîner de Noël. Maman a répondu, son ton sec. Nicole, nous recevons des invités importants cette année. Des sénateurs, des PDG, des gens qui ont vraiment réussi, a-t-elle dit. Tu n'es pas prête à t'asseoir avec eux. J'ai serré le téléphone, abasourdi. Que veux-tu dire, pas prête, ai-je demandé. Papa a pris le relais. Ton petit projet n'en est pas encore là, a-t-il dit, la voix froide. Reviens quand tu auras quelque chose de concret à montrer. J'ai essayé d'argumenter, de leur parler du contrat de la brasserie, des blogs, mais maman m'a interrompu. On te verra quand tu seras à leur niveau, a-t-elle dit. La ligne s'est coupée. Je suis resté dans mon bureau, regardant le téléphone, la poitrine serrée. Justine n'avait même pas pris la peine d'intervenir. Heather, à qui j'ai envoyé un texto plus tard, a répondu par une seule ligne, concentre-toi sur ton retard. Leurs mots me brûlaient, faisant écho à chaque dîner où ils m'avaient méprisé. Je n'étais pas invité à la table de ma propre famille parce que ma start-up, le travail de ma vie, n'était pas assez réel pour leur foule d'élite.
J'aurais pu supplier, j'aurais pu me présenter quand même, mais j'en avais fini de mendier leur approbation. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné à mon bureau. Ce soir-là, je me suis plongé dans une nouvelle proposition pour Nexus Solutions, une grande entreprise d'énergie basée dans le Kentucky. Ils m'avaient contacté après avoir lu sur notre projet de brasserie, intéressé par nos panneaux à haute efficacité. Matthew était sceptique, c'était un géant, et nous étions à peine un point sur la carte. Mais j'y ai vu une chance de faire mes preuves non pas à ma famille, mais au monde. J'ai retravaillé notre présentation, analysant les chiffres pour montrer comment nos panneaux pourraient réduire leur coût de 30%. Matthew s'est occupé des spécifications techniques, restant debout avec moi pour affiner chaque détail. Denise a donné son avis, nous avertissant que Nexus était un négociateur redoutable. Ils vous dévoreront si vous n'êtes pas parfait, a-t-elle dit. Les jours se sont fondus dans les nuits à l'approche de Noël. Tandis que Louisville s'illuminait de lumière de fête, j'étais collé à mon ordinateur portable, ajustant les diapositives et exécutant des simulations. Matthew apportait des plats à emporter au bureau, plaisantant sur notre régime festif de nouilles froides. J'ai à peine remarqué la saison. Le rejet de ma famille me stimulait, mais aussi l'avis élogieux de la brasserie sur nos panneaux. Nous étions proches de quelque chose de grand. Je pouvais le sentir. Le 23 décembre, j'ai envoyé un projet de proposition à Nexus. Leur responsable, Suzanne Lynn, a répondu en quelques heures, demandant une réunion la veille de Noël. Travail impressionnant, a-t-elle écrit. Voyons si vous pouvez livrer. Je n'ai pas parlé de Nexus à ma famille. Ils ne méritaient pas de le savoir. Pendant qu'ils se préparaient pour leur dîner de la haute société, je me préparais à présenter le plus gros contrat de ma vie. Matthew et moi avons répété jusqu'à minuit, testant chaque diapositive, anticipant chaque question. Je ne me battais pas seulement pour SolarWave. Je me battais pour les années où on m'avait traité de rêveuse, de ratée. L'email de Suzanne était épinglé sur mon écran, un phare me guidant. Noël était dans 2 jours, et j'étais prête à tout parier sur cette réunion, même si cela signifiait passer les fêtes seule. Le jour de Noël, j'étais assise seule devant la télé. Le bureau était d'un calme absolu, juste le bourdonnement de mon ordinateur portable et le scintillement de l'écran dans notre espace de travail exigu de Louisville. Pendant que ma famille portait un toast avec ses invités de marque, j'étais plongé dans des feuilles de calcul, finalisant la proposition de Nexus Solutions. Matthew était rentré chez ses parents, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ce contrat était ma chance de prouver que j'étais plus que leur fille pas prête. J'étais debout depuis l'aube, vérifiant 3 fois chaque diapositive, chaque calcul. Nos panneaux pouvaient faire économiser 30% sur les coûts énergétiques à Nexus, mais ils voulaient la perfection, et j'étais déterminé à la leur offrir. À 14 heures, un email de Suzanne Lynn, la directrice de Nexus, est arrivé dans ma boîte de réception. Proposition solide, a-t-elle écrit, mais votre système de dissipation de la chaleur a besoin d'être amélioré. Pouvez-vous le réparer d'ici ce soir? Mon cœur s'est serré. Le problème de chaleur était notre vieil ennemi, celui qui avait fait échouer notre premier projet. J'ai appelé Matthew, qui était à mi-chemin de la tarte aux pacanes de sa mère. Nous avons 6 heures, ai-je dit, la voix tendue. Il n'a pas hésité. J'arrive. À 15 heures, il était de retour, un café à la main, se plongeant dans les spécifications techniques. Nous avons démonté la conception, nous concentrant sur le système de refroidissement. J'ai exécuté des simulations pendant qu'il retravaillait les schémas, nos écrans brillant dans le bureau vide. Les heures se sont estompées. J'ai gribouillé des équations sur un tableau blanc, mes mains tremblant de caféine et de nerfs. Matthew a trouvé un défaut dans la conception de la ventilation et a suggéré un nouvel alliage pour les dissipateurs de chaleur. Ça pourrait pousser l'efficacité à 25%, a-t-il dit, ses yeux brillant de la même étincelle que j'avais vue lors de notre rencontre. J'ai recalculé la production, en intégrant ces changements. Les chiffres semblaient bons, mieux que bons. À 20 heures, nous avions une nouvelle conception, plus légère, plus froide et plus efficace que tout ce que nous avions construit auparavant. J'ai tapé les révisions, mes doigts volants, et j'ai envoyé la proposition mise à jour à Suzanne à 21h47. Voici la solution, ai-je écrit en appuyant sur envoyer avec un nœud dans l'estomac. Je me suis effondré sur un canapé du bureau, trop nerveuse pour rentrer chez moi. La télé était sur une chaîne d'information locale, parlant des soldes de Noël. Puis, à 22h15, mon téléphone a sonné. Le nom de Suzanne est apparu sur l'écran. Votre solution est validée, lisez son email.
nous signons le contrat, 150 millions de dollars pour que SolarWave fournisse des panneaux pour notre réseau du Midwest. Félicitations. J'ai regardé les mots. Mon souffle se coupant. 150 millions de dollars. Ce n'était pas juste un contrat. C'était un tournant décisif. J'ai appelé Matthew qui a poussé un cri si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. On l'a fait, Nicole, a-t-il crié. J'ai ri, les larmes me piquant les yeux, sentant la confiance d'Harold en moi des années auparavant. Avant que je puisse réaliser, l'écran de la télé a changé. Dernière minute, a dit la présentatrice, la voix vive. La start-up de Louisville, SolarWave, a décroché un contrat de 150 millions de dollars avec Nexus Solutions, marquant un record dans le secteur des énergies renouvelables. Mon nom est apparu à l'écran. Nicole Parker, cofondatrice de SolarWave. Ils nous ont qualifiés de pionniers de l'industrie. Nos panneaux, une avancée dans la technologie verte. Je suis resté figé, regardant mon visage aux informations. Le logo de mon entreprise à côté de celui de Nexus. Le contrat de la brasserie, les nuits blanches, les échecs. Tout cela avait mené à ça. J'avais fait ce que ma famille disait que je ne pouvais pas faire. J'ai pensé à la voix de papa. Reviens quand tu auras quelque chose de concret. Le mépris de maman. Tu n'es pas prête. C'était concret. C'était moi leur prouvant qu'ils avaient tort sur une scène qu'ils ne pouvaient ignorer. Je ne les ai pas appelés. Je n'en avais pas besoin. Le monde connaissait SolarWave maintenant, et c'était suffisant. J'ai envoyé un texto à Matthew. On est sur la carte. Il a répondu avec un seul emoji. Une fusée. Denise a appelé quelques minutes plus tard, son ton habituellement froid remplacé par de l'excitation. Tu viens de secouer l'industrie, a-t-elle dit. Prépare-toi pour la suite. Je suis resté au bureau, revoyant le reportage, laissant le poids de la nouvelle s'installer. Le contrat n'était pas seulement de l'argent. C'était une validation. Chaque doute, chaque rejet, chaque nuit où je m'étais remise en question, tout s'était estompé. Je n'étais pas la gamine dont il s'était moqué au dîner. J'étais Nicole Parker, et SolarWave réécrivait les règles. Alors que l'horloge passait minuit, j'ai éteint la télé, mon esprit déjà tourné vers ce que nous allions construire ensuite. Le monde regardait, et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. À 8 heures, ma boîte de réception était inondée de messages de journalistes locaux, de blogs de l'industrie et même de quelques concurrents. Le contrat de 150 millions de dollars de SolarWave avec Nexus Solutions était le sujet de conversation de Louisville. Les réseaux sociaux bourdonnaient de notre nom, et une station de radio locale nous a appelé le miracle de la technologie verte du Kentucky. J'étais encore au bureau, fonctionnant à l'adrénaline et au café froid, quand Matthew a fait irruption en souriant. On est en tendance, a-t-il dit en me montrant son téléphone. J'ai ri, mais mon esprit était déjà tourné vers les prochaines étapes. Augmenter la production, embaucher plus d'ingénieurs, satisfaire Nexus. Puis la réceptionniste a sonné. Votre famille est là, a-t-elle dit. Je me suis figé. Papa, maman et Heather se tenaient dans le hall, habillés comme s'ils se rendaient à un gala. Pas de Justine. Il était probablement trop occupé avec ses panneaux d'affichage. Je suis sorti, l'estomac noué. Papa a tendu la main, tout sourire. Nicole, nous avons vu les nouvelles, a-t-il dit. Quelle réussite. Maman a hoché la tête, son expression plus douce que je ne l'avais jamais vue. Nous sommes si fiers, a-t-elle ajouté, sa voix presque convaincante. Heather, dans un blazer sur mesure, a ajouté. C'est énorme, Nicole. Vraiment. Je suis resté là, attendant le piège. Il n'a pas tardé à venir. Heather s'est approchée, baissant la voix. Je connais des investisseurs qui adoreraient te rencontrer, a-t-elle dit, les yeux vifs. Je pourrais organiser des présentations, pour le bien de SolarWave. Voilà. Il n'était pas là pour moi. Il voulait une part de mon succès. J'ai serré les poings. Des années de leur mépris me revenant en mémoire. Les dîners où ils m'avaient ignoré. Les années où ils avaient qualifié mes rêves d'enfantillage. Le Noël où ils m'avaient exclu. Je n'étais plus leur petite fille, mendiant une place à leur table. Vous êtes fiers maintenant, ai-je demandé, ma voix stable mais froide. Papa a haussé un sourcil, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réplique.
Quand je servais du café pour payer le loyer, où étiez-vous? Je me suis tourné vers maman. Quand j'ai abandonné mes études pour poursuivre ça, vous avez dit que j'étais imprudente. Heather a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Et toi, Heather, tu m'as dit que je ne compterais jamais. Maintenant, tu veux jouer les entremetteuses avec tes amis investisseurs? Le hall est devenu silencieux. Matthew, debout près de la porte, m'a fait un petit signe de tête, comme s'il savait que cela allait arriver. Papa a essayé d'arranger les choses. Nicole, nous voulons juste te soutenir maintenant, a-t-il dit, son ton condescendant comme si j'étais encore une adolescente. J'ai secoué la tête. Vous n'avez pas cru en moi quand c'était difficile. Vous n'avez pas le droit de vous approprier ça maintenant que c'est facile. Le visage de maman s'est crispé. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit, comme si cela effaçait tout. Je me suis approché, la voix basse. La famille ne vous dit pas que vous n'êtes pas à la hauteur. La famille ne vous coupe pas les vivres quand vous essayez de construire quelque chose. Heather a ricané. Tu es dramatique, a-t-elle dit en croisant les bras. Nous sommes là, n'est-ce pas? Je les ai regardés. Papa avec son costume impeccable, maman avec sa posture parfaite, Heather avec son sourire calculé. Ils n'avaient pas changé. Ils ont vu le nom de SolarWave en lettres de lumière et ont pensé qu'ils pouvaient entrer, réécrire l'histoire, agir comme s'ils avaient toujours été de mon côté. Vous êtes ici parce que les nouvelles vous l'ont dit, ai-je dit. J'ai construit ça sans vous. Je n'ai pas besoin de vos relations ni de votre approbation. Les mots m'ont semblé un poids qui se soulevait de ma poitrine. Pour la première fois, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Le visage de papa a rougi. Tu fais une erreur, a-t-il prévenu. Tu auras besoin de nous un jour. J'ai failli rire. J'avais besoin de vous il y a 10 ans. Plus maintenant. Maman a tendu la main, sa voix plus douce maintenant. Parlons-en au déjeuner, a-t-elle dit en désignant la porte. Nous pouvons célébrer comme il se doit. J'ai secoué la tête. J'ai du travail, ai-je dit en me tournant vers mon bureau. Vous connaissez la sortie. Heather a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je ne l'ai pas entendu. Je ne voulais pas l'entendre. Alors qu'il partait, Matthew s'est approché, tenant 2 cafés frais. C'était impressionnant, a-t-il dit en me tendant une tasse. J'ai souri, mais mon cœur battait toujours la chamade. M'éloigner d'eux semblait définitif, comme fermer une porte que j'avais laissée entr'ouverte trop longtemps. Je me suis assise à mon bureau, le contrat Nexus brillant sur mon écran. SolarWave n'était pas seulement une entreprise. C'était la mienne, construite sur mes échecs, mes nuits blanches, ma défiance. Je n'avais pas besoin de leur déjeuner ni de leur louange. J'avais Matthew, Denise et une équipe qui croyait en moi. C'était suffisant. 6 mois plus tard, SolarWave est devenu un nom familier à Louisville. Notre bureau bourdonnait de nouvelles recrues, et nos panneaux alimentaient la moitié des bâtiments publics de la ville. J'avais 27 ans, je n'étais plus la gamine qui dessinait des rêves sur des serviettes en papier. J'ai arrêté de répondre aux appels de papa, maman et Heather. Leurs textos, polis puis désespérés, sont restés sans réponse. Justine n'a jamais cherché à me contacter, probablement trop fière. Après notre dernière confrontation, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur validation. J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué ma vie, mon attention entièrement tournée vers la construction de ce que j'avais commencé. Mon monde s'est enrichi sans eux. Matthew était plus qu'un partenaire maintenant. Il était mon rock, toujours prêt avec une mauvaise blague ou une séance de remue-ménage tard dans la nuit. Nous passions des soirées à débattre des conceptions de panneaux, nos rires résonnant dans le bureau. Denise, notre investisseuse, est devenue une mentor, me guidant à travers les politiques de salle de conseil avec des conseils avisés. Tu es plus coriace que la plupart des PDG que je connais, m'a-t-elle dit une fois, son sourire rare mais sincère. Puis il y a eu Diane Carter, une brillante scientifique de l'énergie que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Sa passion pour la technologie de la fusion correspondait à ma détermination, et bientôt nos cafés se sont transformés en quelque chose de plus profond. Avec elle, je me sentais comprise, pas jugée. Je voulais honorer la seule personne qui avait cru en moi depuis le début, mon grand-père, Harold Carter. En utilisant les bénéfices de SolarWave, j'ai lancé le fonds de bourse d'études Harold Carter, un programme de $100 000 pour les jeunes innovateurs dans les énergies renouvelables. Lors de la cérémonie d'ouverture, je me tenais devant une foule d'étudiants, tenant le livre qu'Harold m'avait donné des années auparavant.
C'est pour les rêveurs qui n'ont pas de comité de soutien, ai-je dit, la voix ferme. Diane m'a serré la main en coulisses, et Mathieu a applaudi le plus fort, son sourire large. Le premier lauréat, un jeune de 18 ans timide avec un prototype de batterie solaire, me rappelait moi-même. Je savais qu'Harold aurait été fier. En y repensant, j'ai vu le coup de l'arrogance de ma famille. Ils m'ont rejeté comme une ratée, trop pris par leur propre succès pour voir le mien. Maintenant, c'était eux qui étaient à l'extérieur, leurs appels sans réponse, leurs invitations ignorées. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. Ma vie était pleine. Une entreprise florissante, un partenaire en Mathieu, un mentor en Denise, un amour en Diane. Leur absence n'a pas laissé un vide. Elle a fait de la place pour des gens qui m'appréciaient. La plus grande leçon n'était pas de gagner ou de leur prouver qu'ils avaient tort. C'était de savoir que ma valeur ne dépendait pas de leur approbation ou de celle de quiconque. J'avais passé des années à chercher leur respect, mais chaque rejet, chaque nuit blanche, chaque échec m'a appris que j'étais à la hauteur. SolarWave n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve que mes rêves avaient du poids, que je pouvais construire quelque chose de durable sans leur aide. Ma famille m'a perdu, non pas parce que j'ai échoué, mais parce qu'ils ne pouvaient pas me voir. C'était leur fardeau, pas le mien.